Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Le CNRA est dépassé et doit être dissous. Voilà la revendication de la coordination des associations de presse. La CAP a évalué ce jeudi les pertes subies par les médias lors des récentes manifestations. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel est plus que jamais désavoué par la presse. Les activités ont repris dans plusieurs magasins Auchan saccagés la semaine dernière. Les dispositifs sécuritaires ont été renforcés au grand bonheur des clients et des travailleurs. Parlant de marché, le gaz butane est en rupture de stock actuellement. Aucune explication officielle n'est pour l'heure donnée. Les consommateurs se disent éprouvés. Kolda nous accueille ce soir dans la rubrique Découverte. Notre correspondant Seydou Diatta nous plonge au cœur d'une ancienne pratique culturelle, l'excision. Et nous venons à l'instant d'apprendre le décès du Premier ministre ivoirien qui a succombé à un cancer ce mercredi. Hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris et transféré en urgence en Allemagne dans la matinée du 6. Son état de santé s'était brusquement dégradé ces derniers jours, souffrant donc d'un cancer en phase terminale et hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris. Ahmed Bakayoko a finalement succombé à l'âge de 56 ans. Retour sur Dakar, la presse a également fait les frais des violentes manifestations de la semaine dernière. Des journalistes ont été blessés sur le terrain, des médias attaqués et saccagés, tantôt des insultes, tantôt des menaces. Et après le retour au calme, la coordination des associations de presse dénonce une violation flagrante de la liberté de la presse. Par conséquent, la CAP demande la dissolution du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, dont la posture a fortement été critiquée durant cette semaine de manifestation. Compte rendu de la conférence de presse de la CAP à Boutedissou. La CAP ne digère toujours pas la mise à l'écart de la presse lors de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Cette structure dénonce les propos du préfet de Dakar appelant à gazer les journalistes ainsi que d'autres attaques dont la corporation a fait l'objet durant les jours de manifestation. La presse a été prise à partie, parfois sciemment, et des menaces assumées adressées aux journalistes. Ces menaces vont jusqu'à indiquer des lieux de résidence des journalistes. Le 26 février, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, une levée de l'immunité parlementaire d'un député du peuple s'est faite sans la présence des médias. Le préfet de Dakar, se signalant par un excès de zèle, a ordonné de vive voix que les journalistes soient gazés. Le 3 mars, dans un communiqué, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, instance de régulation, a menacé de couper le signal de 3 télévisions privées. Le 4 mars, l'organe a mis à exécution ces menaces contre 2 chaînes privées. La CAP demande entre autres la dissolution du CNRA pour mettre en place la ARCA, le vote d'une loi d'accès à l'information et une autre sur la publicité pour permettre aux médias, notamment privés, de mieux subvenir à leurs besoins. Dans ces violations, la CAP, coordination des associations de presse, demande la dissolution du Conseil national de régulation de l'audiovisuel et la mise en place de la ARCA, nouvel organe de régulation dont le projet de loi est disponible depuis des lustres. Le vote d'une loi d'accès à l'information, qui est un instrument indispensable pour promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques. Enfin, nous demandons sans délai une nouvelle loi sur la publicité et sur le financement du service public de l'audiovisuel. Cela assurera aux médias des ressources commerciales conséquentes, traçables et équitables. Cette structure rappelle l'obligation du respect de la sacralité des faits à laquelle le journaliste doit se soumettre dans l'exercice de sa fonction et appelle les confrères à plus de solidarité, surtout en de pareilles circonstances.
Merci à vous, Teddy Sow. Après les scènes de pillage, le service a repris dans plusieurs magasins Auchan. Des clients venus en masse faire leurs courses. À noter également que la sécurité a été renforcée dans ces grandes surfaces où se sont rendus nos reporters Awa Diop et Moussa Fall. Ce matin, au supermarché Auchan Fan, les clients arrivent timidement. À l'intérieur, le personnel est déjà à la tâche. Ce magasin, l'un des rescapés au pillage, a repris service hier. Ici, l'adjoint au manager nous confirme que les clients sont venus en masse pour faire leurs courses. Non, vraiment, je peux dire qu'on ne peut pas avoir une meilleure reprise. Parce que tout simplement, les Sénégalais avaient besoin de faire le jachat. Les Sénégalais avaient besoin d'Auchan, je peux dire entre guillemets, parce que là, on n'est pas des Sénégalais. Et hier, on a vu le dévouement de tous les clients qui sont venus ici. On n'y pensait même pas. Mais on a vu que les Sénégalais ont besoin d'Auchan et nous, on va leur donner ce qu'ils veulent. S'il affirme qu'ils s'en sortent plus forts face aux récents événements, il sensibilise toutefois ses concitoyens à la préservation des emplois locaux. Concernant la sécurité pour d'éventuels encore débordements comme ce qui s'est passé, moi je me dis que ce qu'on fait là c'est bien. On va communiquer aux Sénégalais, c'est ça qu'on veut. En tant que Sénégalais, moi je veux parler à tous les Sénégalais. Je veux leur dire que Auchan, c'est une structure qui emploie que des Sénégalais. Même s'il y a des expatriés, il n'y en a pas beaucoup. On est 1730 collaborateurs. Auchan nous met dans de bonnes conditions. Auchan nous embauche, il nous donne la possibilité d'évoluer en carrière professionnelle. Il nous donne une sécurité sociale. Le sentiment est le même à Auchan Gibraltar qui a rouvert ce matin. Ici, après le regret des malheureuses scènes de pillage, le personnel se dit fier d'avoir repris service. Un sentiment de regret d'abord parce qu'on a vu des magasins caillassés, pilés, donc, mais aussi un sentiment de fierté d'appartenir à ce grand groupe qui est vraiment resté debout et qui continue à faire confiance à ses collaborateurs. Et si à Auchan Fan, on mise sur la sensibilisation, ici, toutes les dispositions sont prises côté sécurité pour parer à toute éventualité, même si le calme s'installe progressivement. Comme dans tous les autres sites, la direction sécurité quand même a mis en œuvre un plan sécuritaire vraiment qui nous rassure et qui rassure les clients. 14 magasins Auchan ont été attaqués et pillés lors des manifestations de ces derniers jours. Le montant du préjudice n'est pas encore révélé par le groupe. En attendant, certains supermarchés qui ont échappé au pillage et casse rouvrent dans différentes zones de la capitale. La sécurité renforcée, de même que l'appel à la préservation des emplois locaux créés par ce groupe. Et parlons toujours de marché à Awa Diop. Le gaz butane est actuellement en rupture de stock. Bonjour, les difficultés pour les ménages. Les fournisseurs ne parviennent plus ou presque plus à s'approvisionner sur le marché local. Mamadou Dian et Cézine Mbaye ont rencontré ces fournisseurs justement, mais aussi les consommateurs. Reportage. La bonbonne de gaz est en rupture. Au niveau du dépôt de gaz du rond-point Liberté 6, les véhicules et charrettes de convoyage sont en attente. La porte du dépôt close. La bonbonne de gaz butane introuvable. Ça manque, le travail est à l'arrêt ici. Depuis les manifestations, personne ne peut travailler. C'est à cause de ça que le gaz butane est en rupture. C'est difficile. Il n'y a pas de travail depuis une semaine. Tout est en rupture. Tout le contraire à Niaritali. Ici, cette rupture n'est pas notée. Je n'ai pas noté vraiment ce manque de gaz, je ne l'ai pas noté. Cependant, il y a ma voisine qui vient tout juste de dire que elle a cherché dans toutes les boutiques pour procurer du gaz. Malheureusement, elle n'a pas. Dans d'autres quartiers comme Grand Dakar, la rupture est constatée depuis ce mercredi matin. Je l'ai eu jusqu'à ce matin. Alors, je viens de le finir. Je viens de terminer mes dernières cartouches. Donc, j'attends mon fournisseur. Bon, je ne sais pas s'il y a rupture ou pas, mais pour l'instant, j'en avais jusqu'à ce matin. La rupture de gaz butane notée pendant les jours de manifestation perdure dans certains quartiers de Dakar, comme à Liberté 6. Les habitants souhaitent un réapprovisionnement dans les plus brefs délais.
Pendant ce temps, d'autres quartiers font face à d'autres priorités, une insécurité saisissante. À Colobane, par exemple, les riverains ne dorment plus que d'un seul œil. Des cas d'agression sont pratiquement signalés au quotidien et Nancy Diouf nous rapporte les craintes de ces populations. Il est 16h dans les rues de Colobane. Ce quartier est fief des agressions et vols. Les habitants ne dorment plus sur leurs deux oreilles ces derniers jours à cause des nombreux cas d'agression. En cet après-midi, Soukaina Diène, 66 ans, est en compagnie de ses filles. Masque bien ajusté, cette habitante de Colobane déplore la situation de ces derniers jours. Nous sommes vraiment fatigués, nous habitants de Colobane. Le kiosque Orange Money qui était ici au coin de la rue a été pillé et saccagé. Ces agressions sont l'œuvre d'autres gens qui n'habitent même pas ici. Plus loin, à quelques mètres, Amicienne se tient devant sa maison. Selon elle, s'il y a autant d'agressions, c'est à cause des manifestations. Toutes les agressions qu'on voit dernièrement sont causées par les manifestations. Vraiment, si les manifestations pouvaient se faire ailleurs, franchement, ça nous arrangerait. Eliman Sarr, 50 ans, nous confie que les agresseurs profitent de la situation actuelle du pays pour terroriser les gens. Les agresseurs profitent de la situation actuelle du pays pour faire leur forfait. Dans ce quartier, tu filmes même, ils prennent ton téléphone. Et si l'on finit d'agresser les gens, ils se tournent vers les magasins. C'est vraiment déplorable. Les violentes manifestations notées ces derniers jours un peu partout, les agresseurs en ont profité. Les habitants demandent à l'État de veiller à leur sécurité. Et cette insécurité dont on parle a de fâcheuses conséquences sur certaines activités comme la livraison. Les livreurs disent subir de nombreux préjudices, notamment liés à leur outil de travail, les motos. Ils évoquent dans ce reportage de Aïssatou Kane les lourdeurs du couvre-feu. La livraison en moto est en plein boom dans la capitale dakaroise. Cette activité supporte de fortes entraves, surtout la crise sanitaire et son lot de restrictions dans le couvre-feu. Je dirais qu'il y a plus d'impact négatif que positif sur ces 1 an. On a beaucoup perdu économiquement parce qu'avec surtout le couvre-feu, le temps est plus restreint, il y a plus de circulation et on gagne moins de temps. En plus du couvre-feu, l'interdiction de circuler durant les manifestations pèse sur le revenu. Oui, moi je ne voyais pas le rapport avec les usages de 2 roues et les manifestants. Donc on fait garer tous les livreurs pendant 4 jours. Il avait déjà décrété 3 jours en premier lieu. Après 4 jours, ça fait presque une semaine. Ces livreurs ont garé. En plus du Covid-19 qui a impacté beaucoup sur ce domaine, on nous amène encore une semaine qu'on doit rester sans travail, sans indemnisation en plus. Ça ne fait pas avancer les choses, quoi. Cependant, il est devenu risqué d'évoluer dans cette activité. L'insécurité ne leur facilite pas la tâche. Ce sont les voleurs qui nous fatiguent, nous les livreurs. À cause de ça, les gendarmes nous mettent dans le même sac. Ils t'attrapent pour défaut de plaque et quand on essaye de négocier, les gendarmes nous prennent 6 000 à 12 000 francs CFA, ce qui n'est pas normal. Ils demandent une formalisation de l'activité. Je pense que toute personne qui s'active dans la livraison devrait avoir une carte qui prouve qu'elle est livreur. Si tout le monde faisait ça, cela permettrait de différencier les livreurs aux autres motocyclistes. D'aucuns pensent que la situation de pandémie place les livreurs en pole position dans l'économie. Cependant, la réalité est tout autre. En effet, ils ne disposent pas d'autorisation de circuler aux horaires du couvre-feu. Et ça soucane autre chose. Lorsque l'on parle de taux de chômage élevé au Sénégal, saviez-vous que tous les ans, au moins 300 000 demandeurs d'emploi sont répertoriés alors que la demande nationale est estimée à 85 000. Des chiffres rendus publics par l'ingénieur aménagiste et président de la plateforme des initiatives et perspectives Sénégal 2035. Sénégal 35, Pape Ndiawar Baye répond à Dieba. Le président, dans sa déclaration, dans son adresse à la nation, a annoncé qu'il a écouté et entendu les jeunes et que tout de suite, il va faire une réallocation budgétaire
donc de l'ordre de 300 milliards, donc 100 milliards annuellement, donc pour renforcer donc ce qui existe actuellement. Parce que vous n'ignorez pas qu'il y a beaucoup d'instruments qui sont là pour accompagner donc la formation, l'apprentissage et l'emploi, la promotion de l'emploi des jeunes. Donc le président a promis donc de renforcer ce dispositif-là en mettant de l'argent et puis en suivant de manière plus rapprochée donc ces instruments-là pour arriver à un octroi d'emploi à ces jeunes-là. Je crois que le président a tiré toutes les conséquences de cette crise. Je crois qu'il va falloir évaluer ce qui a été fait jusqu'à présent, apporter les rectifications nécessaires, plus son renforcement annoncé, un renforcement budgétaire. Donc, je crois que ça peut être une solution de sortie de crise. Mais vous savez, l'emploi des jeunes, c'est une question extrêmement difficile. Chaque année, il y a 300 000 demandeurs qui arrivent dans le marché de l'emploi. Et l'offre actuellement tourne autour de 85 000 emplois. Donc, il y a un gap de 215 000 emplois qu'il faut aller chercher. Donc, ce n'est pas facile. Mais si on continue les efforts, comme l'a dit le président, je crois que nous pouvons arriver à améliorer cette situation-là. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi le Magal de Kazu Rajab qui a vécu ce jeudi, ce mercredi 10 mars. L'événement marque l'anniversaire de la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des Mourides de 1945 à 1968 du monde. Aujourd'hui à Touba où nous retrouvons nos correspondants Goran Aklo et Cherno Faye. Touba a accueilli des milliers de fidèles mourides en cette journée marquant la date anniversaire de la naissance du deuxième calife général de Bamba, un calife hors pair et qui a consacré toute sa vie aux enseignements du vénéré père fondateur du mouridisme. Le Kazu Rajab est un jour spécial. Il a été fêté en premier par Serigne Fallilou Mbacké à Darussalam avant que Serigne Modou Bousso Dieng ordonne les talibés à célébrer ce jour qui marque la naissance de Cheikh Mohamed El Fadel. Ainsi, le Magal de Rajab, célébré dans toute sa grandeur en premier par Cheikh Mohamedou Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Modou Bousso Dieng, si l'on en croit Mame Gor Diop. Personne n'ignore les relations qui existaient entre Serigne Fallilou et Serigne Modou Bousso Dieng. Ce dernier a été un grand ami de son père et dans l'histoire, Serigne Modou racontait que Serigne Fallou lui avait donné la consigne d'organiser ce magal. À l'occasion du Magal de Rajab, certains fidèles se sont déplacés pour effectuer leurs prières à la grande mosquée de Touba. Nous devons répondre au ndigal, raison pour laquelle nous sommes venus à Touba pour rendre hommage à Serigne Fallou. Malgré la crise sanitaire, c'est une occasion aussi de prier pour notre pays. Je suis venu faire mes ziyaras, mais aussi profiter de l'occasion pour effectuer mes prières. Et là, je suis en route pour Dakar. Le Kazu Rajab, célébré dans un contexte particulier dominé par la pandémie du coronavirus, d'où l'engagement du Daïra Muhaddimatul Khidma d'inviter les fidèles au respect des mesures préventives. En plus bref, le chef de l'État Macky Sall a décrété une journée de deuil national demain en hommage aux morts dans les récentes manifestations. Je rappelle aussi que le M2D, Mouvement pour la défense de la démocratie, a également décidé d'observer une journée de deuil national après-demain, vendredi, pour rendre hommage justement aux victimes. Le Sénégal pris en otage dans une spirale politico-judiciaire pendant presque une semaine. Une affaire privée à la base qui s'est retrouvée dans le champ politique avec son lot de morts. Préserver le calme revenu après plusieurs tractations de bonne volonté passerait sans doute par une prise de conscience collective. C'est l'édito de ce 1945 signé Khalifa Diakhaté. Le Mortal Kombat a bien eu lieu. Mais celui-ci n'a rien à voir avec l'Ambdifi Amondao et dont on attend le verdict. Le Mortal Kombat a donc bien eu lieu,
Mais là, le verdict est bien tombé. Et le peuple a triomphé. Mais le peuple a tout aussi saigné. Des jeunes sont morts, pour de vrai. Des jeunes à qui l'on a susurré qu'il valait mieux donner sa vie pour sauver sa démocratie, faire développer son pays, au lieu de prendre des pirogues dans une ambiguïté sémantique qui a pu les précipiter dans une marée humaine enivrante, souillée d'ambitions aux velléités fondées sur la manipulation, le populisme, et se nourrissant de leur désespoir, déception et aspiration. Au moins une dizaine de jeunes morts pour la patrie, pour la démocratie, la liberté, pour le pain. Qui en est responsable? Posons-nous les vraies questions. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la foule qui a déferlé dans les rues de Dakar et celles de quelques localités du pays se rebiffe face à la dictature. La dictature de l'ennemi public mondial numéro 1 qui a mis à genoux l'économie des grandes puissances, tout comme la nôtre. Les principaux protagonistes, l'un opposant, l'autre président de la République, sont passés aux aveux. Les jeunes sont fatigués et laissés à eux-mêmes. L'affaire Sweet Beauty a dégoupillé l'engin explosif. Conclusion quasi unanime. Alors, complot ou pas complot, l'instrumentalisation semble en tout cas s'avérer. Et en politique, c'est de bonne guerre, quel que soit le bord où l'on se trouve d'ailleurs. Est-ce que la jeunesse doit trinquer? Je ne le pense pas. La République doit-elle en payer les frais? Je ne le crois pas non plus. Les acteurs, tous sens inclus, devraient, à mon humble avis, faire preuve de sincérité si tant est que les valeurs de la République et le salut de la nation les intéressent. Laissez la justice faire son travail, accélérer la procédure. Sénégal, prenons-les au mot et refusons de mourir pour une affaire métastasée, sans doute à dessein. Rappelons-nous de l'affaire des armes de destruction massive. Il a fallu des milliers de morts, un chef d'État pendu, avant que l'on ne se rende compte que ce fut une bien belle supercherie. Un panafricaniste qui a couvé les couches les plus défavorisées de sa population a été pourchassé, assassiné comme un rat, avant que l'on ne se rende compte que ce fut de la flûte. Nous avons une belle occasion de laisser Dame Justice nous séduire à nouveau. Prenons date. Le Sénégal a besoin d'une jeunesse debout et en bonne santé pour construire ce pays, et non d'une jeunesse de bonne foi embarquée dans la déconstruction d'une république qu'elle a le devoir de préserver pour les générations futures. Non, nous n'avons pas le droit de mourir dans ce contexte. Nous devons vivre pour construire le Sénégal dans le respect des institutions et la liberté dans la mesure des règles qui l'encadrent. Le monde nous regarde. Alors, mortal combat, nous dit-on, pourvu que le peuple en soit seul vainqueur. La découverte de ce mercredi nous emmène à Kolda et c'est pour évoquer les mots de la région. En première ligne, l'excision. Les mentalités sont en train de changer grâce aux activités de sensibilisation sur les dangers d'une pratique longtemps exercée sur des jeunes filles. À la rencontre de Mariama, victime d'excision, est devenue activiste qui milite aujourd'hui pour l'éradication de ce phénomène culturel au Fuladu. La découverte de ce soir est signée Céluiata. L'excision, Madame Basse Mariama Nyamadio à l'état civil en a bien subi pour avoir vu le jour dans une famille conservatrice et exciseuse. Je suis issue d'une famille exciseuse. Je suis victime de l'excision. Je vis avec les séquelles de l'excision. Au moment de l'opération, Mariama n'avait aucune idée sur ce que pourrait engendrer cette pratique sur sa vie future. À bas âge, j'ai compris que mes copines, ce qu'elles portaient, moi, je n'en portais pas. C'est par rapport à ça, je dis qu'il me faut engager en portant le séquel, sauver mes sœurs, sauver toute une génération. Aujourd'hui, la quarantaine révolue, Mariama Nyamadio s'est depuis quelques années résolument engagée dans la lutte pour l'éradication de ce phénomène qui consiste à l'ablation partielle ou totale d'organes génitaux de la femme. Il y a le type 1 où on enlève le clitoris tout court. Ils disent que c'est le moins grave. Moi, je dis que tout est grave dans l'excision. C'est la partie la plus vasculaire de la femme. Le type 2, c'est en enlevant le clitoris
plus les petites lèvres. Le type 3, c'est en enlevant le clitoris, les petites lèvres, plus infibulation. Au niveau de Kolda, alhamdoulilah, on fait beaucoup d'activités, surtout des visites à domicile. On rencontre les parents, les sensibiliser davantage et mettre fin à l'excision. Que la génération prochaine, nous, en tant que jeunes filles, qu'au moins, quand nous serons chez nous, dans nos foyers, qu'on puisse éradiquer ce phénomène. Aucune maman ne veut voir sa fille souffrir. Petit à petit, la victime de la pratique de l'excision commence, malgré les menaces des conservateurs, à convaincre les exciseuses de déposer les couteaux. Il y a une exciseuse qui était dans le département de Médina Yoro-Foulah, très célèbre. Avant de mourir, elle a abandonné pendant 4 ans. La deuxième, c'est l'exciseuse Maïmouna Mbalo, qui a abandonné totalement cette pratique et des victimes. Et dans ma famille, aujourd'hui, il n'y a plus d'excision. C'était une famille très célèbre dans l'excision. Je dis que j'ai acquis déjà la première victoire. Entre autres équations à mille inconnues, la pratique de l'excision au berceau engendrée par la répression. Avant, c'était des filles de 5 ans, 10 ans. Et là, on pouvait entendre le bruit. C'est au berceau maintenant. Un bébé de 2 mois ou même d'1 semaine, on l'excise. Même le papa ne connaissent même pas. Seule la maman, l'exciseuse et la grand-mère. Ou bien, ils amènent les enfants en Gambie, puisque nous avons les mêmes coutumes, ou bien en Guinée-Bissau. Malgré la faiblesse des moyens, Mariama Nyamadio se dit plus que jamais convaincue que les prochaines générations ne connaîtront point cette pratique culturelle jugée néfaste. Sa récente nomination comme chargée de mission au ministère de la Famille est une source de motivation de plus. Merci beaucoup Seydou Diatta Saneto pour l'actualité de ce mercredi. Merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous donne rendez-vous demain dans le 19h45. Au revoir.